plutôt sur le projet qui, curieusement, s'appelle The Hylomorphic Project. C'est un hommage presque involontaire à Simondon. En deux mots, les architectes, en travaillant d'ailleurs avec des informaticiens et des ingénieurs, ont utilisé un logiciel qui s'appelle Aform, capable d'introduire des données basées sur le hasard, donc une approche stochastique à la définition de la forme. Ce qui est intéressant, sans entrer dans la description de comment fonctionne ce logiciel, c'est que de tels algorithmes utilisés dans le logiciel permettent de dépasser l'opposition statique de forme et de matière, celle justement que Simondon avait critiquée, pour se placer dans une dimension énergétique qui permet de penser la matérialité en termes de mouvement et de force, introduisant une puissance de déformation active dans le matériau. Comme dans tous les arts, l'architecture capte des forces intenses dans de nouveaux matériaux. C'est le but d'ailleurs de l'architecture, depuis toujours, de capter des forces intenses dans de nouveaux matériaux. L'architecture gothique sera un bon exemple. Au couple matière-forme, le fameux couple illémorphique, justement, aristotélicien, se substituent les termes de matériaux-forme. Et ça, c'est ce que permettent les nouveaux logiciels. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire qui, encore il y a 15 ou 20 ans, n'existait pas. Le projet est donc le produit d'un processus itératif poursuivant l'optimisation morphologique de la structure comme état d'équilibre. Et ceci est rendu possible par la nature stochastique de l'algorithme qui fournit un mécanisme introduisant une gamme toujours plus grande de probabilités. Cette composante stochastique qui comporte des variables aléatoires tend à accroître le nombre de possibilités offertes qui autrement tendraient rapidement vers zéro. Donc on répète le processus plusieurs fois. Ici on voit un tableau général vous montrant les variations itératives. Itérative c'est français, et iterative en anglais, pour obtenir le résultat final. De toute façon c'est du latin, donc ça. La maquette, avec les joints, les éléments, etc. Et la construction, qui a été réalisée lors d'une exposition dans le Mack Center à Los Angeles. Le Mack Center étant lui-même installé dans une maison de Schindler, que certains d'entre vous, les architectes, reconnaîtront. En définitive, l'algorithme stochastique permet de concevoir une véritable coupole à Bucky-Fuller, mais elle est numérisée. On engendre un dôme géodésique régulier ou irrégulier, c'est votre choix. Symétrique ou asymétrique, c'est votre choix, que l'on peut déformer. L'algorithme stochastique permet d'organiser tant la topologie que la géométrie en minimisant les composants du projet, en réduisant au minimum les quantités de matériaux pour une résistance donnée. C'est à ce point que le projet s'écarte des pratiques traditionnelles, s'éloigne même des réductions inhérentes aux algorithmes génétiques qui avaient été utilisés à la fin des années 90 et s'engage dans un complexe de forces dont il faut tracer le diagramme, à la fois énergétique, systémique et topologique. Ça, ce sont les mots utilisés par Simondon. Énergétique, systémique et topologique. Voilà. Ensuite, on passe au Métropole Parasol, qui a été mentionné
précédemment. Il y a beaucoup d'architectes en France qui sont contre ce projet. Il y a des articles polémiques qui s'opposent absolument à son projet, et je trouve ça très dommage. Donc en défense de ce projet, Métropole Parasol à Séville, et en référence donc aussi aux critiques spécieuses apparues récemment sur ce projet étant de Jürgen Mayer, architecte à Berlin, que cela plaise ou non, la condition numérique est devenue universelle. La Sagrada Familia, un chantier interminable et hautement artisanal, comme vous pouvez l'imaginer, n'a pu être achevé qu'avec l'utilisation de techniques raffinées et numériques. Les techniques numériques peuvent conduire au pire, bien sûr, comme je le disais précédemment. Nous voulions, en analysant le projet de Métropole Parasol, analyser ce qui constitue un paradigme des années 2004-2011, afin d'élucider les questions qui se posent lorsqu'on utilise certains logiciels au moment de la conception. Au XIXe siècle, tandis qu'étaient introduits des matériaux inédits comme les métaux, une nouvelle stéréotomie, différente de celle instaurée par la brique et la pierre, a été inaugurée, conduisant à une nouvelle tectonique et un nouveau type d'espace. Transparence, etc., les espaces dont parle Benjamin d'ailleurs. Avec l'avènement du numérique, il s'agit de comprendre si une tectonique numérique a été implantée, fondée, ou bien d'examiner si c'est la notion même de tectonique qui disparaît. Depuis 10 ans, les deux positions ont été soutenues et le débat demeure ouvert. Depuis donc 10 ans, à partir de 2002, il a été tenté, par différents moyens, de répondre à la question de savoir s'il était possible de programmer la matière de façon numérique. Donc ce que Jean-Louis dit sur le programme est parfaitement précis et exact. Il s'agit de programmation. Mais cette programmation permet de programmer des choses qui, avant, qu'on ne pouvait pas programmer. Comme par exemple les forces dans la matière. Savoir s'il était donc possible de programmer la matière de façon numérique, intégrant les forces, les matériaux et les formes. D'abord dans les données, puis dans les composants. C'est ce qui a été tenté, peut-être pas pour la première fois, on peut discuter si d'autres œuvres avaient déjà fait ça auparavant, mais disons que c'est une œuvre exemplaire. Les critiques d'aujourd'hui, aveuglés par leur mépris pour l'effet Bilbao, ne voient pas l'effet absolument positif induit par Métropole Parasol sur ce quartier de la ville de Séville, qui après des années d'abandon, suite à la destruction du marché ouvert, s'en trouve profondément revitalisé. À Pâques 2011 et 2012, il offrait ces espaces pour la procession de Pâques, comment on appelle ça? Oui. Ouvert en avril 2011, on annonçait que Métropole Parasol avait connu son millionième visiteur en décembre 2012. Cette position critique, des gens qui sont critiques du Métropole Parasol, rappelle celle des opposants à la Tour Eiffel et au centre Beaubourg. En termes généraux, derrière les critiques soi-disant politiques, on aperçoit surtout des discours plutôt conservateurs sur le plan de l'esthétique. Par exemple, on découvre la version rebattue de la théorie, entre guillemets, opaque du senti et du toucher dans l'espace, dans le courant soi-disant phénoménologique, conduisant à l'expression vertigineuse d'une médiocrité architecturale. Mais cette remarque n'est peut-être déjà un compliment
immérité puisque ce discours cache une profonde méconnaissance de la théorie, sinon une absence totale de celle-ci. Ces critiques se drapent dans leur pose sérieuse, dans leur gravitas, dans la dimension pesante de la fondation et de la trace, alors qu'il s'agit d'explorer des stratégies légères, ironiques, nomades. Ces critiques sont à la recherche du fondamental. Ce sont des êtres contre, car ils et elles sont perpétuellement contre. Contre ce qui bouge, contre ce qui flotte, contre ce qui est vaporeux. Contre le luxe, le goût, la mode, le jeu et le plaisir. Comme dirait Peter Sloterdijk, il, elle, participe d'un dogmatisme de la pauvreté. N'en déplaise aux Cassandres, dans Sphère 3 et Cube, à la suite de la géophilosophie de Gilles Deleuze, Sloterdijk appelle à une nouvelle définition des milieux, se nourrissant de la tendance à l'aérien, à la légèreté et au luxe dans ce qu'il appelle la grande serre climatisée. Aujourd'hui, grâce aux logiciels de modélisation 3D et d'animation, certaines réalisations architecturales portent à l'achèvement de concrétions se configurant comme une série de corps organiques, évoquant des entités biologiques. Elles conduisent à la réalisation de formes hybrides. Conceptuellement, murs, portes et fenêtres traversent une profonde altération, tandis que ces constituants standards sont remplacés par des surfaces transparentes, opaques et mobiles. La fondation de l'architecture abandonne le poids du mur solide et devient une enveloppe intelligente. La légèreté de la peau remplace la pesanteur ontologique du mur, de telle sorte que l'architecture devient fluide et éphémère, nomade et transportable. Quelque chose qui choquait M. Porzenparme, il avait bien tort. Une telle architecture de l'air est bien représentée par le Blur Building de Diller Escofidio. Donc vous voyez une photo ici, construit à Yverdon, à l'occasion de l'Expo suisse en 2002, ou par la Breathing Architecture de l'architecte japonais Kengo Kuma. Ce qui est inauguré ici, c'est une architecture atmosphérique créée par des membranes quasi invisibles, par de légers filets, mesh en anglais, ou des treillis semi-transparents. Parmi celles-ci, œuvres exemplaires, on peut mentionner la tour monumentale pour la jetée de Lazica en Géorgie, toujours par Jürgen Mayer. Il s'agit d'expériences dans le champ de l'atmosphérique, de l'antigravitationnel, conduisant à une architecture de l'écume. Ici la construction en septembre 2012, pardon. Un détail et une vue générale. En janvier 2013. Non, en décembre 2012. Prolongeant la théorie de l'espace nobal chez Deleuze et Guattari, Sloterdijk montre que l'homme contemporain habite des îles, sans référence au sol. Ces îles sont des modèles de monde, sont des mondes dans le monde. D'où l'aspect monadique d'ailleurs de ces îles. Mais la monade dans un nouveau sens à réinterpréter. C'est plus la monade de Leibniz. La fabrication d'îles modernes opère un renversement environnemental dans la mesure où l'île se veut le contraire de l'habitat traditionnel. Isolé, entre guillemets, isolé, dans son environnement. Ces îles d'un nouveau type font entrer l'environnement dans un édifice. Ces appels à l'aérien devraient faire réfléchir ceux qui, comme les critiques que je viens de nommer, investissent tous leurs efforts dans la pierre et la brique.
En définitive, les sphères de Sloterdijk, les 3 volumes, bulle, globe, écume, les 3 volumes de Sloterdijk explorent comment habiter nos villes contemporaines, représentent un tournant topologique dans la pensée contemporaine. La topologie enquête sur ce qui constitue les composants de l'espace en observant les points, les régions, les mitoyennetés, les limites intérieures et extérieures. La topologie aidera à développer les îles climatiques de Sloterdijk, protégées par des enveloppes artificielles, intelligentes et réactives. Merci. Donc on fait 4 minutes de pause rapide et je vais demander à Alain Brossat de nous rejoindre. Alain, oui. Si tu veux bien. Je vais le pousser. Ça va ?